Mais je me souviens toujours le jour où j'ai appris qu'on était libérés. On était à Theresienstadt. La première chose que je me suis dit, moi, je ne raconterai pas mon histoire. Moi, je n'embêterai pas les gens à raconter toujours mon histoire. Vous savez, ma mère nous a parlé pendant des années de la guerre de 14-18. On habitait le Marais, et à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. C'était le quartier presque comme un ghetto, hein. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là dans cet endroit, rue Vieille du Temple, à côté de la rue des Rosiers. Et tout le temps, elle nous racontait cette histoire de la bombe, la grosse Bertha, qui était tombée à côté à l'hôtel de ville, je sais où, et toutes les vitres de l'appartement avaient été cassées. Je comprends que ça l'avait frappée, mais sans arrêt, pendant 25 ans, vous entendez parler de la grosse Bertha, ben vous en avez marre. Et donc, j'ai dit, moi non plus, je n'embêterai pas les gens avec mon histoire. Mon beau-frère, quand il y avait des réunions de famille, vous pouviez être sûr qu'il allait terminer avec ses histoires de copains de régiment. Et dès qu'il attaquait, vous voyez tout le monde qui levait les yeux au ciel, ah, ça y est, lève la partie. Alors, moi, ça m'a servi, et j'ai dit, moi, je ne raconterai pas mon histoire, et je ne la raconte pas. Vous savez, les enfants, je les entends, je les vois, moi, j'en veux pas, moi, j'en veux plus, et puis, on met ça à la poubelle. Je n'ai jamais dit à mon fils, ni à mes petits-fils, tu sais, mange. Si tu avais été où j'ai été, tu mangerais. Je ne l'ai jamais dit. Et je le pense, hein, quelquefois. Encore dernièrement, alors là, par contre, je lui ai dit, mon petit-fils avait des pommes de terre, eh bien, il a été les mettre à la poubelle. Ça, je ne comprends pas, et j'avoue franchement qu'il m'entendra encore le dire. Non, on ne jette pas de la nourriture. Ça, c'est pas possible. Vous avez dit de ne pas être croyante. Et votre fils, Comme... J'ai pas entendu. est-ce que votre fils est croyant? Chez nous, on n'a pas... Pourquoi voulez-vous qu'il soit croyant? Je n'ai pas... on n'a pas été élevés. On n'a pas été élevé dans un milieu comme ça. Et moi, j'ai épousé un mari qui était comme moi. Et mes enfants n'ont pas été élevés dans un milieu. Si on avait été élevé dans un milieu croyant, je pense qu'on serait peut-être devenu aussi croyant. Mais on n'a pas été élevé comme ça, mais je ne suis pas croyante. Mais je vous dis, je n'empêche pas les gens d'être croyants. Hein. Ça ne me gêne pas non plus. Excusez-moi, en 44, quand vous êtes parti, vous ne saviez vraiment pas ce qui se passait? Ah non, alors ce que je peux vous garantir, je ne connais pas les gens, je ne peux pas parler pour les autres, mais je suis persuadée que personne ne savait ce qui se passait dans les camps. Est-ce que vous croyez, sachant que les 3/4 de ceux qui étaient dans le parquet de Drancy allaient mourir assassinés, vous croyez qu'on serait monté dans les autobus sans rien dire comme on a fait? Non, on pensait vraiment aller dans un camp de travail. Et un camp de travail, pour moi, c'était des travaux durs. Et pour moi, les travaux durs, vous savez ce que c'était? Eh bien, les travaux durs, c'est ou l'usine ou les champs. Moi, j'ai été vendeuse, j'étais dactylo, c'est des travaux faciles. Tandis que les champs et l'usine, ça, c'est des travaux durs. Mais en même temps, je me disais, mais de toute façon, il y en a qui font ça toute leur vie et ils n'en meurent pas. Alors, pour moi, c'était ça. Le camp de travail, c'était... Moi, je me souviens quand je disais à mon père, je lui racontais à mon père quand on était à Drancy, en train de se promener, je ne savais pas trop quoi lui dire. Et je lui disais, ben, toi, papa, tu es trop vieux, tu ne pourras pas travailler comme nous dans les champs ou en usine. Ben, quand tu étais jeune, tu nous disais que tu savais piquer à la machine. Ben, tu leur diras que tu sais piquer à la machine. Il y aura peut-être un petit atelier, et puis où pour réparer les vêtements des prisonniers. Peut-être que tu travailleras là. Et puis, je voyais mon petit frère
et mon neveu. Alors mon neveu, il avait que 14 ans, mais il était costaud. Donc je voyais mon neveu travailler comme moi, dans les champs, en usine. Et mon petit frère, ben pour moi, je ne savais pas à l'époque, il n'y avait pas la télévision, je ne savais pas que dans certains pays, il y a des enfants qui travaillaient très jeunes. Donc Gilbert, il a 12 ans, à Drancy, on les occupait, les adultes les occupaient. Alors, à quoi faire, je n'en sais rien, mais je suppose un peu de travaux manuels, un petit peu peut-être de travaux de scolarité. En tous les cas, on s'occupait d'eux. Et je peux dire merci à mon père, parce que jamais mon père ne m'a dit « Mais Ginette, descends sur terre, regarde ». Et c'est vrai, dans la cour de Drancy, je voyais des personnes très âgées, je voyais des personnes handicapées sur des chaises roulantes, je voyais des gens mutilés de la guerre de 14, de la guerre de 39, on voyait des enfants de tous les âges. Jamais je ne me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, ils vont pas faire travailler ces gens-là. Non, je croyais que les nazis, ce que les nazis me disaient, et mon père, lui, était plus intelligent que moi, mais jamais, je suis sûre, il ne s'est douté de quoi que ce soit. Peut-être que lui était plus inquiet que moi, parce que lui, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. On n'arrête pas des personnes très âgées pour les emmener travailler, on n'arrête pas des personnes handicapées pour les amener travailler. Il y avait quelque chose qui était louche. Lui s'en rendait compte. Mais par contre, jamais, ça n'allait pas jusqu'à dire « on va me tuer ». Ça, jamais, jamais, jamais. Personne, ça je suis persuadée, personne ne savait ce qui allait nous arriver quand on est rentré à Drancy, à Birkenau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige là pour les questions? Eh bien alors, il faut le faire. Naturellement. On les appelle des justes maintenant, ceux-là. Mais vous savez que quand il y a eu la rafle du Veldiv, il était prévu d'arrêter les 25 000 personnes. C'était facile pour eux, puisqu'on s'est fait recenser. Ils avaient les adresses, ils avaient les noms, ils allaient chez les gens. Mais il y en a beaucoup qui ont été aidés par des voisins et qui leur ont dit il va y avoir une rafle. Je ne sais pas comment ils savaient, par exemple, hein, mais il y en a qui étaient au courant, peut-être par des agents de police et tout comme ça, et ils les ont. Moi, j'ai ma belle-mère qui ne parlait pas le français. Hein, elle venait de Pologne, elle ne parlait pas un mot de français. Eh bien, elle a été toute la guerre restée chez elle. Les voisins s'arrangeait à tour de rôle à lui faire des courses et tout ça. Et il y en a quand même qui ont été réguliers, puis il y a des salauds qui ont dénoncé. Mais la vie, elle est faite de ça. Hein. Je voulais vous dire que, un petit témoignage, ma grand-mère, effectivement, est allée au Veldiv. Heureusement qu'elle était enceinte de mon prénom. C'est ce qui est arrivé. Merci. Et effectivement, sauvée peut-être aussi par quelqu'un qui l'a fait passer, on la voyait enceinte. Et quand elle est passée, eh ben, elle a sauvé une petite fille, elle a pris une petite fille avec elle. Et effectivement, ma grand-mère, à ce moment-là, avait dit, avant d'aller au Veldiv, elle avait dit à mon grand-père, toi, cache-toi sous les toits, sur les toits, je me débrouillerai, ne t'inquiète pas. Elle avait intuité que de toute façon, ce serait un miracle pour elle. Voilà. Et oui, mais il y a eu des miracles. Hein. Oui. On va peut-être prendre les trois dernières questions. Alors, il y a le monsieur, ensuite la
Ah oui. Oui, ça c'est souvent qu'on me pose cette question-là, parce que j'avais pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit. Moi, d'abord, primo, du jour où j'ai travaillé, et c'est fini, on peut pas dire que je ne pensais pas du tout à la déportation, mais moi, je ne vis pas avec la déportation. Donc, dès que j'ai fini de parler, moi, ça y est, je m'en vais et je commence à blaguer et tout ça. Mais par contre, jamais j'aurais pensé. Vous savez, moi, j'ai pas d'instruction. J'ai quand même mon certificat d'études. Hein. Et alors, en blaguant, souvent, je dis ah oui, mais j'ai quand même 2 bacs. Oui, dans la cuisine et je les ai achetés. Hein, voilà. Mais sinon, j'ai pas d'instruction. Quand je parle à des élèves qui vont passer le bac et tout ça, ils sont certainement plus instruits que moi. Hein. Moi, donc je les préviens. Moi, mais donc je me voyais pas du tout. Vous savez, quand on fait mon travail, moi, j'avais choisi de faire les marchés. J'avais commencé à Avignon et ça me plaisait. Et quand j'ai commencé, mes sœurs m'ont fait soigner par plusieurs médecins. Le dernier était un peu psy, je crois. Et quand j'ai arrêté d'aller chez lui, j'ai dit, parce qu'à l'époque, les commerçants n'avaient pas le droit à la sécurité sociale. Donc, et moi, je ne savais pas que je pouvais avoir les soins gratuits. Ça, je ne le savais pas. Donc, ce sont mes sœurs qui m'ont entretenu pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, moi, j'ai dit, ça y est, maintenant, moi, il faut que je travaille et c'est fini. Hein. Donc, j'ai choisi les marchés et je n'ai plus pensé qu'à ça. C'était mon travail avant tout. Alors, ça ne m'empêchait pas de penser de temps en temps à la déportation. On n'oublie pas des choses comme ça. Quand il y a une catastrophe dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de vivre avec tout le temps, mais il y en a malheureusement qui ne sont jamais sortis des camps. Mais moi, je suis sortie des camps, mais jamais j'aurais voulu en parler. Je n'étais pas capable, j'aurais pas su. Et je fréquente, quand j'étais à la retraite, je suis devenue veuve et par hasard, je suis rentrée au siège de mon association parce qu'ils se réunissaient tous les jeudis devant un petit café avec un petit gâteau. Et puis j'ai apprécié ça et après, à partir de ce moment-là, c'était vers le 80-82, j'ai commencé à fréquenter et le président de mon association qui emmenait tous les ans les mêmes personnes avec lui, il fallait 4 déportés. Il y a 4 cars qui partaient pour visiter Birkenau. Donc, il voulait un déporté par car qui raconte son histoire. Il y en a une qui est tombée malade. Au dernier moment, il l'a su et ça l'embêtait qu'un car où il n'y a personne. Alors, il m'a demandé de la remplacer. Au début, j'ai dit non. Et puis, quand il m'a dit ça me rendrait service parce que je ne sais pas comment faire, alors là, mon bon cœur m'a perdu, puis j'ai dit oui. Et je ne regrette pas un seul instant, parce que vous savez, j'ai 95 ans bientôt, je suis tous les jours dans un train, et si j'ai la forme, je crois que je le dois justement à tous ces voyages que je fais et que je raconte. Alors, moralité, prenez le train. Et raconter les histoires. Vous savez, on a tous des histoires à raconter. Quelles sont les familles juives qui n'ont pas eu de problème? Ça n'existe pas. Même ceux qui n'ont pas été déportés, on a tous vécu cette période d'occupation vraiment très, très, très mal. Non, mais c'est sûr qu'on ne peut pas comparer, mais ça fait rien. Moralement, les gens ont souffert aussi d'être... C'est sûr, naturellement, quand je me rappelle, ma belle-sœur, j'avais une belle-sœur, quand elle m'a vu rentrer, je pesais 25 kilos, elle me dit « Oh ben tu sais, nous aussi on a souffert ». Ben naturellement, c'est sûr qu'ils ont souffert. Mais...
J'ai pas compris, madame, je suis... Est-ce que vous avez encore de la colère ou est-ce que vous êtes apaisé? Est-ce que vous vivez de façon Je suis très en colère contre les racistes, contre les antisémites. Je suis très en colère et si je connaissais ceux qui nous ont dénoncés, oui, là je suis très en colère. Mais je prêche contre la haine. Alors, il ne faut pas trop que j'en dise trop. Mais je peux dire que je n'en veux absolument pas aux Allemands actuellement. Mais j'en veux aux nazis. Ça, vous savez, dans certaines écoles privées, religieuses, le pardon. Alors là, vous voyez Ginette qui bondit. Le pardon, est-ce que si on tue ton père, ton frère, ton neveu, tes bébés, toi tu pardonnes? Eh bien moi, jamais. Jamais, jamais, jamais. Merci madame de celui-ci. Figurez-vous, je suis fils de déporté. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté. Il y a eu des moments qui ont été très durs, j'ai même pleuré. J'ai dû attendre très longtemps avant que ma mère me parle de sa déportation. C'était difficile. C'est par rite Canada, musulmane, comme vous avez dit tout à l'heure. L'urine pour cicatriser certaines plaies, des épluchures dans les poubelles, une toile de terre pour son anniversaire. Elle a fait ses 20 ans dans les camps à Auschwitz. Ah, mais moi, je les ai eu à Bergen-Belsen. Voilà. Enfin, ce récit, madame, était poignant. Je voulais vous poser la question et vous avez répondu. Est-ce que vous avez encore de la haine contre les Allemands? Vous avez dit non. Pas les Allemands, mais les nazis. Voilà. Quelle différence faites-vous entre un nazi et un nazi? Je dis sincèrement. Alors là, je ne peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez. Je ne peux pas empêcher. Qui sont des fils de nazis, faites-moi confiance, je ne pense pas qu'on puisse leur pardonner. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, mais ça, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'on n'est pas responsable de ce que nos grands-pères, arrière-grands-pères ont fait. Mais chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, je sais que je suis contre la haine, et la haine, c'est la violence, alors je ne veux pas y... Oui? Si vous pouvez parler plus fort, parce que je n'entends pas ce que vous me dites. Pour prolonger ce que disait ce monsieur fort ému, je comprends tout à fait, moi aussi je le suis, c'est qu'il y a eu des petits-fils de nazis qui, par culpabilité, une telle culpabilité et telle colère de leurs descendants, qui se sont mariés, épousés, qu'ils ont épousé des juifs, qui ont fait la guerre d'Israël. Bien. Il y a effectivement je voulais donner effectivement un point d'espoir aussi dans l'humanité. Mais moi, je suis pour la tolérance et je suis contre la haine des uns les autres. Alors, c'est pas moi. Moi, vous parlez, quand vous entendez parler, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec monsieur qui dit qu'il en veut toujours aux nazis. Mais je peux pas non plus empêcher les gens de croire ce qu'ils ont envie de croire. Hein. Mais moi, je dis, si nous, on a souffert de la haine, alors il ne faut pas non plus que nous soyons haineux envers les autres. Bien. Voilà. Bien, chère madame, permettez-moi de vous exprimer au nom de cette assemblée nombreuse, et croyez-moi, c'est pas facile de réunir autant de gens, toute notre admiration. 70 ans. Non. Vous savez, je ne sais pas du tout ce qui m'est tombé sur la tête cette année. Il ne faut pas désespérer, vous voyez, à 95 ans, vous devenez des vedettes.
mais vraiment, Non. ça fait, je vis depuis 81 que je témoigne et d'un seul coup maintenant là, alors je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas désagréable, remarquez, hein, je veux dire franchement. Non, Mais c'est un peu trop quand même. Non, sachez. Parce que j'ai beaucoup de camarades qui font la même chose que moi et puis on n'en parle pas. En Non, attendant de parler de cette période, je le fais avec plaisir parce que vous savez, vous avez des personnes qui sont mortes et malheureusement plus personne ne parle d'eux parce que toute la famille est partie. Eh bien moi, en parlant de mon histoire, eh ben, je les fais revivre un peu et rien que pour ça, je continuerai jusqu'au bout. Et surtout, si on veut que ça ne recommence pas, eh bien, il faut être passeur de mémoire et en parler beaucoup. Vous avez tout dit, vous avez dit l'essentiel. C'est votre témoignage qui permettra encore d'empêcher l'histoire, la mauvaise histoire de se renouveler. Voilà ce que vous avez dit et je vous en remercie.